Merci beaucoup. Je vais manquer d'originalité et je vais également remercier les organisateurs du colloque, Dominique et Antoine, de m'avoir invité à participer. J'aimerais à cette occasion partager avec vous quelques données concernant les huiles offertes par l'étude du corpus de Tel Leilan dans le cadre du projet ANRDFG I3 Mesopol dirigé par Grégory Chambon et Walter Salaberger, projet centré sur les lipides en Mésopotamie au IIIe et IIe millénaire avant notre ère. En 1978, Harvey Weiss et l'université de Yale commencèrent à fouiller Tel Leilan. Le site est localisé dans le nord-est de la Syrie, dans la plaine du Rabour, à environ 25 km au sud de Kamishliye, à équidistance entre le piémont du Tour Abdin au nord et le Wadi Arad au sud. Ce grand site ovale, long d'environ 1 km et large d'environ 900 mètres, est entouré de murs et sa ville haute représente environ 15 hectares. Le site de Tel Leilan est identifié à l'ancienne Cherna Choubaten-Lille pour la première fois par Dominique Charpin dans Marie V en 1987, identification confirmée par les trouvailles épigraphiques et archéologiques. C'est probablement Samsi-Adou, le grand roi du royaume de Haute-Mésopotamie, qui donna à Cherna le nom de Choubaten-Lille lorsqu'il s'y installa. Pour plus de détails, je vous renvoie à MTT 1.1. Les fouilles de la partie nord-est de la ville haute établirent différentes phases d'occupation depuis 5000 avant notre ère environ. Elles mirent au jour un temple monumental d'époque paléo-babylonienne grâce à 4 saisons de fouilles entre 1979 et 1985. Entre 1979 et 1982, 22 tablettes y furent découvertes. Puis en 1985, une centaine de textes administratifs furent trouvés dans un contexte secondaire. Ils concernent principalement de la bière, du grain, de la farine, du bois et du bitume, et portent les empreintes de sceaux de serviteurs de différents rois, notamment Samsi-Adou, Tarum-Natki et Aya-Aboum. Les 2 saisons de fouilles de la partie est de la ville basse, en 85 et en 87, mirent au jour à peu près 10% d'un palais paléo-babylonien qui couvrait plus d'1 hectare selon le fouilleur. Ce palais servait de principal centre administratif et de résidence des rois de Choubaten-Lille, Cherna, pendant les 19e et 18e siècles avant Jésus-Christ. Sa construction est attribuée à Samsi-Adou et il semble avoir été détruit vers 1726. 4 couches stratigraphiques ont été identifiées par le fouilleur. Le niveau 4, c'est le plus ancien. Il comportait 3 pièces et des empreintes de sceaux de serviteurs d'Ishme-Dagan et de Samsi-Adou ont été trouvées, d'où l'hypothèse selon laquelle le grand roi fut à l'origine de la construction du palais. Mais Dominique Charpin émit des doutes quant à la datation de ce niveau, car les scellements n'induisent pas le fait que Samsi-Adou était encore en vie à cette époque. Et si vous voulez en savoir plus, je vous renvoie à son article dans la RA 108. C'est au niveau 3 que le palais fut véritablement construit. On constate peu de changements architecturaux pendant l'occupation de ce niveau. Des empreintes de sceaux de Samiya, serviteurs de Samsi-Adou, y ont été également trouvées. Mais de la même façon, cela ne prouve pas que Samsi-Adou était encore en vie à cette époque. Enfin, la présence d'une couche de cendres indique peut-être une destruction violente, peut-être lorsque Atamrum Dandarig s'empara de la ville au détriment du Soukalmar d'Elam, une dizaine d'années après la mort de Samsi-Adou. Le niveau 2 est la phase datée du règne de Rimdiya Dandarig, le fils d'Atamrum, par les fouilleurs. 600 tablettes paléo-babyloniennes, textes administratifs, lettres et traités, datant des règnes de Mutiya, Tilabnum et Yakunachar, les 3 derniers rois paléo-babyloniens de Choubaten-Lille, y furent trouvés. Enfin, au niveau 1, on trouve quelques traces d'occupation temporaire. En 1991, un autre palais, datant du XVIIIe siècle avant Jésus-Christ, fut découvert dans la partie nord de la ville basse, à environ 1 km du palais Est. Alors que la stratigraphie du palais Est est complexe, le palais Nord ne présente qu'une seule couche d'occupation correspondant à la fin du niveau 3 du palais Est. Près de 650 textes administratifs concernant principalement la production et la distribution de la bière y furent découverts,
qui ont été publiées par le président de cette session. Les empreintes de sceaux appartiennent principalement à Shamash Dayan, serviteur de Carnilim d'Andarig. En effet, ce palais semble avoir servi d'ambassade à Carnilim, qui y hébergeait des femmes de son harem, palais qui fut peut-être aussi utilisé par Atamrum. Si les fouilles de Tey Leylan vous intéressent, jetez un coup d'œil au site du projet. En résumé, 122 textes administratifs sont issus des fouilles de la ville haute de son temple paléo-babylonien. Ils portent des empreintes de sceaux de serviteurs de différents rois, notamment Samsi-Adou, Tarum-Naki et Aya-Aboum. Environ 650 textes administratifs scellés par les serviteurs de Carnilim d'Andarig furent extraits du palais nord de la ville basse. Et enfin, près de 600 tablettes de nature diverses proviennent du palais est de la ville basse et datent principalement des règnes de Moutiya, Tilabnou et Yakunachar. Vous pouvez retrouver le bilan des publications des textes issus des fouilles de Tey Leylan sur le site du projet Archibab. Pour se repérer dans tous ces noms, un petit rappel historique de nos connaissances concernant les événements et individus qui contrôlèrent la ville serait peut-être utile. Au début du 2e millénaire avant Jésus-Christ, Sherna semble avoir été un centre administratif avec une occupation domestique. Samsi-Adou conquit la cité et en fit l'une de ses résidences. C'est probablement lui qui lui donna le nom de Shubat-Enlil. Le temple sur la ville haute ainsi que le grand palais dans la partie est de la ville basse furent probablement construits. Après la mort de Samsi-Adou en 1776, puis le démantèlement du royaume de Haute-Mésopotamie, la région connut des troubles. Shubat-Enlil, sous le contrôle d'Ishme-Dagan, le fils de Samsi-Adou, basé à Ekalatum, fut gouverné par Samiya, ancien serviteur de son père. Ibalpiel II d'Eshtunna, ayant pour ambition de reconstruire le royaume de Haute-Mésopotamie à son bénéfice, envoya son armée qui s'établit à Shubat-Enlil en 1772, ville qui était alors le siège d'une rivalité de pouvoir entre Samiya, ancien serviteur de Samsi-Adou, et Tarum-Naki, roi du pays d'Apoum. Il semble que Shubat-Enlil fut sous la domination d'Andarig, comme en témoignent les tablettes trouvées dans le palais nord, et le fait que Carnilim plaça Zouzou, puis Aya-Aboum sur le trône après la mort de Tarum-Naki en 1771. Lorsque l'Élam envahit la région, Aya-Aboum fut tué et Carnilim finit mal, vers 1765. Kunam, général élamite, résida un temps à Shubat-Enlil. Lorsque l'Élam envahit la région, Aya-Aboum fut tué et Carnilim finit... Lorsque les Élamites furent chassés, Atamrum monta sur le trône d'Andarig et prit le contrôle de Sherna Shubat-Enlil. Et Shupram fut nommé gouverneur. Rimdiya succéda à Atamrum sur le trône d'Andarig en 1762 et continua à exercer le contrôle sur Shubat-Enlil. La couche de cendres découverte sur les sols du niveau 3 du palais Est date peut-être de ces temps troublés. Ensuite, Moutiya, Tilabnou et son frère Yakunachar se succédèrent sur le trône de Sherna Shubat-Enlil, capitale du pays d'Apoum. Après la fin de Mari, la figure de Hammurabi d'Alep prend de l'ampleur. Et la ville fut conquise par Samsu-Iluna, fils de Hammurabi de Babylone, comme le nom de l'an 23 de son règne le rappelle. Parmi les trouvailles épigraphiques de l'époque paléo-babylonienne, 20 textes administratifs concernent des huiles et graisses animales. Ces derniers sont uniquement connus par le travail doctoral de Farouk Ismail de l'Université de Tübingen et de Claudine Vincent de l'Université de Yale, soutenu en 1991, qui livrent une translittération et une traduction des textes administratifs provenant des salles 17 et 22. Malheureusement, pas de copie, ni de photo, bien sûr. Une datation peut désormais être donnée à ces textes grâce aux progrès réalisés dans notre connaissance de la chronologie éponymale. La plupart d'entre eux datent de l'éponymie de Rabil Kenoum, qui correspond à 1749 avant notre ère. Mais 2 textes, Ismail Leylan 89 et 128, datent de l'éponyme suivant, Amur-Ishtar, et un autre, Ismail Leylan 126, date de l'éponyme postérieur, Ipik-Ishtar, soit pour repère le début du règne de Samsu-Iluna ou une quinzaine d'années après la fin de Mari. On y trouve un apport, Moudou,
3 reçus, shutiya. La plupart sont des dépenses, ziga, scellées par les intendants, chatamu, pour les délégations de soldats, auxiliaires ou citoyens. Une dépense, 20 cents Leylan 156, est scellée par Tir Ilim, serviteur de Mutiya. Et 12 dépenses sont scellées par Teki, autre serviteur de Mutiya, et enregistrent la quantité d'huile donnée aux délégués des troupes entre le 18-10 et le 24-11 Rabil Kenoum. Ces derniers reçurent probablement régulièrement de l'huile du palais de Chernash ou Batenlil pendant cette période. En effet, nombre de ces dépenses comportent la mention Inuma Bindamu Ujbu, lorsque Bindamu résida, indiquant ainsi les circonstances de ces distributions d'huile. Bindamu, général de Hammurabi d'Alep, fut envoyé dans la région, probablement pour des raisons politiques et militaires. On a d'ailleurs une lettre de Hammurabi d'Alep rappelant ce fait à Tilabnou. Dit à Tilaya, l'hypocoristique de Tilabnou, ainsi parle Hammurabi d'Alep, ton père. Précédemment, je vous ai envoyé mon serviteur Bindamu et vous avez fait votre peut-être barbecue. Donne pleinement satisfaction au serviteur de ton père, prends tes dispositions avec Bindamu, mon serviteur, et fais route vers moi. Et Bindamu écrivait aussi à Tilabnou pour réclamer son soutien militaire. Il lui dit « Écoute ma présente tablette et dépêche-toi de venir me trouver avec ta troupe, avec ces rois, on ne sait pas. » On sait que l'éponyme Rabil Kenoum fut la dernière année de règne de Mutiya, mais il est possible que ce groupe de dépenses à l'occasion du séjour de Bindamu dans la ville appartienne déjà au règne de Tilabnou. L'huile de sésame, I3 Gish, est l'huile végétale la plus documentée. Toutefois, on trouve de l'huile de sésame décortiquée, I3 Gish Barat de Ga, dans Ismaïl Leylan 128. C'est l'occasion d'une petite parenthèse technique. Voici le processus d'extraction de l'huile tel qu'il est documenté par les textes. Les grains sont vannés, puis tamisés. Viennent ensuite les étapes de nettoyage et éventuellement de décortiquage, qui ne sont pas mentionnés dans les textes, mais déduits des méthodes modernes traditionnelles d'extraction de l'huile. Ces grains sont ensuite broyés avec une meule. Ce broyat est pilonné dans un mortier en bois avec un pilon. Puis l'huile est récoltée dans un récipient ou une bouteille, parfois posée sur un pied. Le décortiquage se faisait probablement par friction des grains, préalablement trempés, avec une toile grossière en poil de chèvre, méthode encore utilisée de nos jours dans certaines régions du monde. En effet, le logogramme Parad de Ga, ou Paradis Ga, fait référence au sumérien Paradis A5, qui signifie appliquer un sac pour enlever l'enveloppe des grains de sésame, abrégé en Paradis Ga, du sac. Or, ce sac, Paradis, est typiquement fait en poil de chèvre et pesé entre 1 kg et 1,5 kg. Barat de Ga correspond à la kanya Khaltsum, adjectif formé sur Khalatsum, qui signifie séparer, nettoyer en ôtant quelque chose. Les grains de sésame décortiqués sont caractérisés par leur bonne odeur, que l'on peut aujourd'hui expliquer par ses composés chimiques. Et si ça vous intéresse, je vous renvoie au livre édité par Bedijan. Et l'huile extraite de ces grains devait également avoir une odeur plaisante, contrairement à l'huile mentionnée dans la lettre ABB 958. En effet, l'expéditeur se plaint de la mauvaise odeur de l'huile de sésame décortiquée, reçue, et demande à ce qu'il soit à nouveau extraite en présence du destinataire. Revenons aux attestations de Leylan. On trouve aussi de l'huile de sésame de qualité supérieure, I3 Sag, dans Vincent Leylan 153, et de l'huile parfumée, I3 Doudisga, est documentée dans 2 textes, Vincent Leylan 70 et Vincent Leylan 89. Par ailleurs, Vincent Leylan 156 mentionne des olives et du lard donnés à un homme kidnappé puis libéré par le roi. Il reçut 1/3 de litre de lard et 20 litres d'olives. Le texte ne comporte pas le logogramme de l'huile I3, mais il est davantage probable que l'homme reçut de l'huile d'olive, car en effet, les olives étaient rarement exportées depuis les régions productrices, et c'est bien plus l'huile extraite des olives qui voyage. Il est remarquable que la seule mention de graisse animale et d'olive ou d'huile d'olive apparaissent dans le même texte qui évoque une situation un peu particulière, comme nous l'avons vu, la libération d'un homme capturé.
Les textes administratifs de Leyland ne précisent pas toujours le type de contenant utilisé pour le transport ou le stockage de l'huile. Vincent Leyland 1 documente le transport de l'huile dans des jarres, mais n'en précise pas la contenance. Ismail Leyland 89 enregistre 2 outres en cuir contenant de l'huile parfumée que l'on apporta de Kupchum. Localité mentionnée par les itinéraires paléo-babyloniens est située à l'ouest de Leyland. Enfin, Vincent Leyland 169 documente une fiole Ashnoum. Bien que le texte ne spécifie pas le contenu, il me permet de faire un clin d'œil aux archives d'Iltani, puisqu'une lettre de Rima, adressée à Iltani par Ahmad Shamash, mentionne une fiole Ashnoum d'huile parfumée. Bien que les textes enregistrent des quantités d'huile reçues et données, ils ne précisent pas souvent le nombre de récipiendaires, ni le nombre de jours couverts par ces distributions. Cependant, 2 textes, parmi le groupe de dépenses scellées par Teki, distribuant de l'huile aux délégués des soldats et citoyens lors du séjour de Bindamou, nous fournit quelques données. D'après Vincent Leyland 146, plus de 9 litres d'huile de sésame furent donnés à 110 personnes pour 3 jours, ce qui nous donne à peu près 29 millilitres d'huile par personne et par jour. De la même façon, plus de 5 litres d'huile de sésame furent donnés à 220 personnes pour 1 jour, ce qui nous donne 25 millilitres par personne et par jour, selon Vincent Leyland 160 et son duplicata 149. Et comme j'étais curieuse de tester sur moi-même les bienfaits de l'huile de sésame bio sur ma peau, je me suis procuré une petite bouteille et j'ai mesuré 25 millilitres que j'ai versé dans ce verre pour vous donner, sur les suggestions de Nelleux, une meilleure appréhension de ce que ça pouvait représenter comme quantité. Nous savons que l'huile était principalement utilisée pour l'hydratation et la protection de la peau, mais la plupart des textes n'indiquent pas l'usage qui serait fait de l'huile distribuée. Vincent Leyland 146 indique que l'huile est donnée comme allocation piquitoum à des soldats. Ismail Leyland 128 indique quant à lui que l'huile de sésame décortiquée constitue la ration, I3BA, de mercenaires. Il enregistre également la dépense d'huile de sésame décortiquée pour les sacrifices du roi et pour une prêtresse. Enfin, l'huile représente aussi un cadeau diplomatique offert en haut lieu. Vincent Leyland 153 enregistre notamment 1 litre d'huile de qualité supérieure comme cadeau offert à ou par Inaya, un marchand. Et dans une certaine mesure, le groupe de dépenses d'huile de sésame scellé par Teki documente aussi ce type de cadeau diplomatique offert à des visiteurs de haut rang. En conclusion, j'espère avoir illustré le fait que les textes administratifs fourmillent d'informations. Parmi le corpus conséquent des archives de Leyland, seule une vingtaine de textes concernent l'huile et les graisses animales. Certes, mais ces quelques textes documentent plusieurs types d'huile et de contenants et divers usages. J'espère aussi avoir suscité votre intérêt concernant les types de lipides en Mésopotamie, et si vous voulez en savoir plus, depuis la production jusqu'à la consommation, visitez le site du projet E3 Mesopoil en attendant la publication à venir. Merci de votre attention.